Bonjour et bienvenue pour ce 6e module de formation SOS Éducation au leadership vertueux avec Alexandre Avard, fondateur de l'Institut de leadership vertueux. Donc Alexandre, vous nous avez parlé de l'éthique des vertus, de sa coexistence et sa complémentarité avec ce que vous appelez l'éthique des normes. Peut-être qu'on pourrait aller maintenant vers un exemple concret, un exemple d'éducateur, pas forcément tiré du monde de l'éducation, qui nous permettrait de montrer véritablement ce que c'est que la pratique de ce leadership vertueux. Bon, moi, j'aime parler avec mes étudiants de Édouard Michelin. Édouard Michelin, le grand-père de François Michelin qui nous a quittés l'année dernière. Édouard Michelin était le fondateur du groupe Michelin à la fin du 19e siècle. Donc c'était pas un éducateur au sens formel du terme, mais tu vas voir, c'est un éducateur extraordinaire. Et il doit d'ailleurs le succès de son entreprise à l'éducation. C'est une personne qui était homme d'affaires, fin du 19e siècle, il a commencé l'entreprise Michelin, ils ont commencé à produire des pneus. Et un jour, il y a un jeune homme qui vient frapper à la porte de l'entreprise Michelin en disant qu'il aimerait travailler pour l'entreprise. Et c'est un jeune qui est encore assez jeune, il s'appelle Marius Mignol. Et le chef du personnel se rend compte que Marius, bon, il n'a pas de diplôme, il a abandonné l'école quand il était encore très jeune, il n'a pas fait d'études supérieures, mais comme ce Marius, il a travaillé pendant quelques années dans l'imprimerie d'une entreprise à Clermont-Ferrand, on le prend, on l'embauche et on l'envoie dans l'imprimerie de Michelin pour le journal de la compagnie Michelin, qui sortait toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas exactement. Et quand Édouard Michelin, le fondateur, donc il y a 150 ans, apprend qu'il y a eu cette personne et qu'il est venu et qu'il cherche un boulot chez nous et qu'on l'a envoyé à l'imprimerie, parce qu'il n'a pas de diplôme, il s'est fâché. Il s'est fâché. Et il a prononcé des mots extraordinaires. Il a dit à son chef du personnel, souviens-toi toujours d'une chose, il faut casser la pierre pour découvrir le diamant qui se cache à l'intérieur. Il faut que tu casses Marius. Envoie-le au service commercial. Au service commercial, on découvrira qui est Marius. On découvrira son talent. Et après, on pourra prendre une décision où Marius doit travailler. Bon, un chef du personnel, un type qui n'a pas fait d'études supérieures, l'envoie au service commercial. Et là, on a notre Marius, service commercial, qui achète des produits pour les pneus sur les marchés internationaux. Mais comme Marius, il n'est pas bon en mathématiques, puisqu'il n'a pas terminé l'école, mais il n'est pas idiot. Il va inventer une espèce de règle logarithmique très simple, d'une simplicité extraordinaire, pour convertir le cours des valeurs et cours des monnaies, puisqu'il travaille sur les marchés internationaux. Et un jour, Édouard Michelin, qui est ingénieur, homme d'affaires, voit sur la table de Marius cet objet. Il le prend dans ses mains, il le regarde, il l'observe, et il s'exclame, ce type-là est un génie. Il n'a rien à faire ici. Et il l'envoie au service de recherche. À l'époque, le problème des pneus, c'est que les moteurs sont de plus en plus sophistiqués, donc les voitures avancent de plus en plus vite, mais le pneu est toujours le pneu traditionnel. Et à haute vitesse, il chauffe trop, et il explose. Et on ne sait pas comment arrêter le processus de chauffe des pneus à haute vitesse. Et donc, en fait, ils sont en train de paralyser toute l'industrie de la voiture, puisque tu as des super bagnoles, mais les pneus sont toujours les vieux pneus. Tu n'es pas sûr qu'à haute vitesse, tu arriveras chez toi en fin de soirée. Et là, tu as des ingénieurs de très haut niveau, des polytechniciens qui, pendant des dizaines d'années, sont en train de réfléchir qu'est-ce que c'est qu'un pneu? Qu'est-ce qui se passe à haute vitesse et comment on arrête ces flux de chaleur? Et là, notre Marius, pendant plusieurs années, va travailler là-dessus, par induction, par contemplation, cette approche métaphysique qu'il avait. Et c'est Marius qui va découvrir ce qui se passe à haute vitesse, ce qui se passe quand le pneu est à haute vitesse. Et il va inventer, en fait. Marius va devenir l'inventeur fondamental. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes autour de ça, mais c'est l'inventeur clé, c'est le génie du pneu radial. Le pneu radial qui a bouleversé toute l'industrie du pneumatique dans le monde entier. Et ce pneu radial a permis à Michelin d'être la compagnie, aujourd'hui, la société numéro 1 du pneumatique dans le monde. Tu vois. Et
Quand tu regardes un peu cette histoire, tu vois que dans cette histoire de Michelin, dans la culture d'entreprise qu'il y avait chez Michelin, il y a au départ une approche. C'est une approche de leadership vertueux. C'est-à-dire Édouard Michelin qui comprend. Notre Marius, on ne le connaît pas. Il faut le découvrir. Tu vois, il faut le découvrir. Il faut le mettre au test. Il faut le mettre à l'épreuve pour voir quel est son talent. Et un jour, quand tu vois ce que Marius est capable de faire, grâce à sa vertu de prudence, qui est la vertu qui te permet de capter la réalité des personnes, Édouard Michelin découvre. Ce gars-là, c'est un génie. Il ne peut pas rester là où il est. Il faut le mettre là où sont les génies. Là où on a besoin de génies. C'est donc dans le service de recherche. Et là, qu'est-ce que tu vois? C'est pas un exemple de business. Bien sûr, c'est du management, numéro 1, puisque grâce à son leadership, donc grâce à l'éducation des personnes, Édouard a fait en sorte que sa société, avec le temps, devienne le numéro 1 mondial. Donc ce leadership a permis, cette éducation de la personne a permis de découvrir une personne de l'intérieur, de la faire grandir, de lui permettre de découvrir son talent, multiplier son talent, mettre son talent au service de l'entreprise, au service de la communauté, au service du pays, au service du monde entier. C'est une chose absolument incroyable, ce qu'a fait cet homme. Mais tu diras, c'est pas du business, ça. Ça, c'est l'éducation. Mais l'éducation, c'est la base du vrai business. C'est ça la vraie réalité. C'est que là où il y a de l'éducation, il y aura du leadership. Et là où il y a du leadership, eh ben, tu auras un management extraordinaire. S'il n'y a pas de leadership, tu ne peux pas avoir de management extraordinaire, surtout à long terme, parce que tu ne peux pas créer une culture d'entreprise qui soit digne de la personne humaine, une culture dans laquelle les êtres se sentent libres, se sentent responsables, se sentent créateurs, tu vois, c'est impensable. Donc il y a toute une logique anthropologique derrière tout ça, toute une logique anthropologique. Et c'est pour ça l'exemple d'Édouard Michelin est en fait un exemple qu'on prend du business pour bien montrer que le leadership, c'est avant tout l'éducation. Et que donc, ce que doit faire un éducateur, c'est faire ce qu'a fait Édouard Michelin. C'est-à-dire découvrir la grandeur de chaque personne, aimer la personne, vouloir l'aider à se comprendre elle-même, à se connaître elle-même, à devenir libre, responsable et créatrice. Ce qui est également intéressant dans cet exemple que vous prenez, c'est que il y a une continuité en fait entre différentes disciplines ou différents secteurs dans l'entreprise. Et c'est une continuité qu'on pourrait extrapoler sur les questions éducatives entre les formations de type professionnel et les formations de type plus académique. Aujourd'hui, les jeunes dans le système scolaire sont très enfermés dans une filière et ils n'ont pas l'occasion justement d'expérimenter tel métier, ou alors ils vivent leur orientation dans un parcours professionnel comme une forme de relégation. Au niveau de cette anthropologie de l'éducation que vous développez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette articulation nécessaire entre voilà, apprendre à développer son intelligence de la main, apprendre à développer son intelligence mathématique, apprendre à développer son intelligence relationnelle? Ce qui se passe, c'est que quand tu développes la vertu, tu développes 90% de ta capacité d'action. C'est ça le truc. Si tu ne la développes pas, même si on t'enseigne plein de choses, c'est que 10%. 90% de ce que tu peux faire, c'est la force qui est dans la vertu, dans la virtus. Tu vois ? Là, quand tu embauches quelqu'un, le gros problème, c'est que tu vois ce qui est marqué sur son truc, tu vois son CV, mais tu t'imagines pas, tu peux pas t'imaginer. C'est quoi la personne que j'ai en face de moi? Tu vois seulement ce qu'elle a appris. Hein? Mais un homme d'affaires qui se respecte, il se rend bien compte. Ce qu'il a appris, bon, c'est pas fondamentalement ce qui est nécessaire. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qui ce gars-là? C'est qui cette fille? De quoi elle est capable? Est-ce qu'elle connaît son talent? Est-ce qu'elle connaît ses capacités d'action? Est-ce qu'elle a un intellect rapide? Tu vois? Est-ce qu'elle a la prudence? Est-ce que c'est une rêveur? Est-ce que c'est un rêveur qui veut mettre ses rêves en pratique? Ou est-ce que c'est un pusillanime qui cherche seulement un petit salaire pour être tranquille? C'est pas marqué sur le CV, ça. Mais ça, c'est ce que la vertu t'indique. C'est pas sur le CV. Sur le CV, tu mets pas quelles sont tes vertus et comment tu les pratiques. Tu vois, ça ferait un peu rigolo, donc ça ferait surtout ridicule. Mais c'est ce que le chef d'entreprise, c'est que le chef du personnel doit très rapidement capter. C'est qui la personne que j'ai en face de moi? Tu vois? Et une personne qui a développé la vertu, elle est extrêmement adaptable. C'est-à-dire puisqu'elle a la prudence, elle vit pas de règles. Tu vois ce que je veux dire? Elle vit de la réalité. Et donc la vertu de prudence, c'est une vertu qui te permet de capter la réalité pratique dans chaque situation donnée. Alors que la vertu des règles suppose que tu as l'expérience de chaque règle. Tu vois? Et donc ces gens sont inadaptables. Il faut les former à chaque fois qu'on les change, on les fait passer d'un département à un autre.
Ils ont besoin d'une formation énorme, parce qu'ils vivent de règles, ils vivent de structures. Il faut qu'ils soient bien dans la structure pour qu'ils commencent à être efficaces. Alors qu'une personne qui pratique la vertu de prudence, elle n'a pas besoin de tout ça. En 3 minutes, elle a compris le truc. Elle est elle-même, tu vois ce que je veux dire? Et elle est créatrice. Elle est créatrice, c'est pas un esclave. C'est pas un être pusillanime, c'est un être qui va être dirigé vers l'action. Donc, l'éducation, c'est 90% de la compétence professionnelle des personnes. Donc un éducateur, que ce soit à l'école, à l'université, un coach, surtout chez les jeunes, il faut qu'ils se rendent compte. Il est en train de créer la capacité d'action de ces gens. Il n'est pas une capacité d'action professionnelle. Il fait beaucoup plus que ce que peut faire quelqu'un qui enseigne un métier. Tu vois, il fait 90% de la capacité professionnelle de la personne. C'est qui es-tu, en fin de compte. C'est pas tellement qu'est-ce que tu peux faire maintenant, c'est qui es-tu. Parce que, en fonction de ce que tu es, on sait ce que tu pourras faire, à plus ou moins long terme. Tu vois? Merci Alexandre. Donc vous vous posez finalement la question d'une forme d'élection. Qu'est-ce que tu es appelé à faire et comment est-ce qu'on peut t'aider à te connaître pour que tu puisses développer toutes ces potentialités qui sont en toi. Et ce sera le sujet de notre 7e et dernier module de formation SOS Éducation au leadership vertueux, qui posera justement cette question de la mission. Qu'est-ce que c'est que la mission de l'éducateur? Qu'est-ce que c'est la mission du leader dans un contexte scolaire et bien au-delà?